C'est vrai que ce débat est un moment important bien entendu au niveau national, puisque comme cela a été indiqué, eh bien, cette grande réflexion doit déboucher sur une loi de programmation donc, qui sera déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale donc, à la fin de cette année, mais aussi un débat décentralisé. C'est une volonté politique qui se concrétise donc ici cet après-midi donc à Jancet. Eh bien, au travers de cette rencontre que nous avons cet après-midi, ce sont des territoires ruraux et des responsables dans ces territoires qui vont s'exprimer, à la fois des responsables professionnels, mais aussi des élus et des citoyens. Donc je crois que c'est un moment particulièrement important. C'est vrai que ce débat a été difficile à mettre en œuvre, je tiens quand même à le rappeler. Au niveau national, il y a je dirais, le Conseil national du débat sur la transition énergétique, qui est épaulé par donc, un groupe de contact au niveau des entreprises, par un comité des experts, qui est épaulé par un comité de pilotage qui est présidé par Madame la Ministre et par Laurence Toubiana. C'est vrai que c'est une grosse machinerie, il faut bien le reconnaître, et les territoires, et en particulier les régions, eh bien, se sont saisis de ce débat. C'est vrai que c'est tout à fait expérimental, et si ce débat est réussi, eh bien, nous pouvons penser que demain, les responsables politiques d'aujourd'hui ou de demain, eh bien, donc, utiliseront ce mode de concertation pour engager les réflexions au niveau d'autres sujets. Voilà. Vous avez parlé bien sûr de solaire, vous avez parlé d'éolien, vous avez parlé aussi de biomasse. Néanmoins, il y a quand même un point qui n'a pas du tout été abordé, c'est celui du nucléaire. Et c'est vrai que nous devons malgré tout nous interroger. Et lorsque j'entends parler d'énergie décarbonée, pour moi l'énergie décarbonée, c'est l'électricité d'origine nucléaire. Donc nous n'avons pas parlé nucléaire. Le parc nucléaire aujourd'hui, donc nous avons 58 réacteurs. Je rappelle quand même que nous sommes le pays le plus nucléarisé du monde, que donc aujourd'hui notre parc nucléaire c'est donc une durée d'exploitation de 26 ans en moyenne. Aujourd'hui nous sommes à 26 ans, que nos centrales elles ont été construites pour 30 ans, que des prolongations ont été accordées donc pour les plus anciennes d'entre elles. C'est le cas par exemple pour Fessenheim. Qu'on peut considérer, que certains considèrent que la durée de vie moyenne maximale sera de 40 ans, et donc nous devons nous interroger sur l'avenir. Il y a deux solutions. Soit effectivement on reconstruit de nouvelles centrales, soit on développe encore plus les énergies renouvelables. Mais c'est une vraie question. Et cette question aujourd'hui, elle n'est pas posée par Jean-Paul Changuet. Elle est posée par l'autorité de sûreté nucléaire. Il suffit de relire l'avis qui vient d'être émis par l'ASN dans le cadre du débat sur la transition énergétique. Il y a 2 pages, c'est très court, mais cette interrogation, elle existe. Et donc, ce débat, il devra avoir lieu. Moi, mon regret, si vous voulez, c'est que, dans le cas du Grenelle, qui était un moment important, il n'a pas été question de nucléaire, et j'ai le sentiment qu'il n'en sera pas non plus question dans le cadre de ce débat sur la transition énergétique. Je dis que c'est dommage, dans la mesure où les interrogations et les questionnements sont particulièrement grands. Imaginez que demain, l'autorité de sûreté nucléaire dise « c'est 40 ans et on ne va pas au-delà ». D'autant plus que nombreuses centrales se ressemblent. Elles ont été construites avec les mêmes équipements, les mêmes matériaux. Et si demain on découvre que si sur une cuve, eh bien, il y a des problèmes, c'est-à-dire des fissures ou une usure anticipée, ça n'est pas une centrale nucléaire que l'on fermera, mais c'est 20 réacteurs, peut-être la moitié de notre parc nucléaire. Donc cette question, elle doit être posée. Je n'apporte pas de réponse. Simplement, je trouve qu'il n'est pas normal, si vous voulez, que ce point ne soit pas abordé lorsqu'on parle de mix énergétique, puisqu'on parle de mix énergétique pour aujourd'hui, mais aussi pour demain et pour après-demain. Ce point, je voulais le signaler. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les différents intervenants de ces 2 tables rondes. Impressionnante cette 2e table ronde, la première aussi. J'ai eu l'occasion de dire quelques mots à la fin de la première table ronde. Je voudrais rappeler, parce que je crois que c'est important quand même, ce qui sous-tend l'organisation
de ce débat sur la transition énergétique et les orientations qui demain doivent peser sur la transition énergétique. Au niveau mondial et au niveau européen, la France a pris un certain nombre d'engagements. Je rappelle, même si cela a été dit, mais je voulais le dire, le facteur 4 à l'horizon 2050, c'est-à-dire la division par 4 de nos émissions de gaz à effet de serre. C'est un objectif ambitieux, c'est un objectif qui relève du protocole de Kyoto, et je voudrais rappeler quand même, parce que ça nous paraît important, et je crois que ça doit être aussi très dynamisant par rapport au débat sur la transition énergétique. Le président de la République a proposé donc l'accueil en 2015, ce serait en décembre 2015, donc du sommet sur le réchauffement climatique. Donc le sommet de Paris, qui devrait aboutir sur donc un nouveau protocole d'accord qui devrait être contraignant avec une mise en œuvre à partir de 2020. Je crois qu'il y a un lien là très fort. Donc rappeler cet engagement international du président de la République et puis un engagement de la France qui est l'engagement donc du 3x20 qui est l'engagement européen, diminution à l'horizon 2020 donc des émissions de gaz à effet de serre de 20%, augmentation de l'efficacité énergétique de 20% et des énergies renouvelables. Pour la France, c'est 23%. Et c'est vrai que les choix que nous aurons à faire, que les parlementaires auront à faire, mais des choix qui commencent à s'esquisser dans le cadre du grand débat sur cette transition, eh bien, nous devrons définir des priorités. Chacun peut avoir ses propres priorités, mais je voudrais quand même les citer. L'indépendance énergétique de la France, c'est vrai qu'on le dit souvent. On a beaucoup parlé aussi donc du prix de l'énergie, de compétitivité des entreprises, de précarité énergétique. Il y a aussi, et moi je voudrais le citer, les risques sanitaires et environnementaux. Je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Donc ce sont des priorités qu'il faudra donc arrêter et qui structureront forcément, je le crois, les choix qui seront faits. Alors, on a beaucoup parlé de territoire et c'est un peu l'objet de cette réunion. On a aussi beaucoup parlé d'entreprise. Moi, je pense très sincèrement que, eh bien, et les entreprises et les territoires sont prêts à porter cette transition énergétique. Ce que vous avez dit les uns et les autres le montre tout particulièrement. Nous voyons bien que de nombreuses initiatives sont prises, ici comme ailleurs. Et c'est vrai que dans ce domaine-là, eh bien, nous avons besoin des élus, et cela a été dit par Monsieur le Président de la communauté de communes. Mais ici, dans le département de la Vienne, vous vivez une situation particulière. Si nous changeons de département, et si nous allons par exemple dans le département de l'Indre, que je connais bien, eh bien, il n'y a pas d'entreprise locale de distribution. C'est une réalité. Donc les questionnements sont différents et c'est vrai que les réponses qui sont apportées, elles sont aussi différentes. Et je voulais, puisque personne ne l'a évoqué, cela me surprend un peu, mais personne n'a évoqué le problème, bien sûr on a évoqué le problème de la production, mais personne n'a évoqué le problème de la distribution et de la loi de 1946. Bon, je l'évoque. Parce que, bien sûr, dans le débat, il y a un groupe de travail dans le cadre du débat sur la transition énergétique qui vient d'être mis en place sur la distribution. Bon. Alors, est-ce qu'on considère que c'est le statu quo? C'est-à-dire qu'il y a des collectivités territoriales qui sont propriétaires des réseaux, et puis, donc, le monopole de RDF. C'est une question. Alors, je mets les pieds dans le plat, je le sais bien. J'en parlais au cabinet du Premier ministre la semaine dernière, et c'est vrai qu'on lève les bras au ciel. Bon, ben moi, je dis les choses parce que je crois qu'il faut effectivement les dire. Alors, bien sûr, on me dit, et la péréquation, faites très attention, la péréquation, l'équilibre économique. Je sais bien que, quelquefois dans ce pays, eh bien, rien n'est possible. Eh bien, moi, je dis, réfléchissons un peu. Et quand on voit les initiatives qui sont prises dans les territoires et par les entreprises et par les collectivités territoriales, je me dis que ça vaut le coup de réfléchir quand même. Parce que de toute façon, l'occasion, là, elle se présente, mais demain, elle ne se représentera pas. Pas dans les 20, 30 ans ou 40 ans qui viennent. Donc posons au moins la question, ouvrons le débat. Moi, j'entends très bien, et M. Proglio, que nous avions auditionné dans le cadre d'une table ronde, l'avait dit très clairement, et vous l'avez repris, un système de production et de distribution très centralisé en France, de l'électricité, mais il peut y avoir demain cohabitation entre un système de production très centralisé
et une décentralisation. Et cette décentralisation énergétique, elle est véritablement demandée par les élus. Et je crois que si au plus haut niveau, on n'y répondait pas, et si on ne donnait pas des pistes de réflexion, voire des pistes d'action, je crois qu'on commettrait véritablement une erreur. Et je crois qu'une partie de la réussite de la transition énergétique consiste à mettre en œuvre une véritable décentralisation énergétique. Et puis il y a un dernier point que je voulais évoquer parce qu'il est fondamental, c'est le problème du financement de la transition énergétique. Alors moi je veux bien qu'on réoriente l'épargne, mais ça ne suffira pas. Je veux bien qu'on mette en place le tiers investisseur, mais ça ne suffira pas. Je veux bien qu'on mette en place le prêt à taux zéro, ça ne suffira pas. Il faudra trouver des moyens financiers supplémentaires. Alors, quelques idées ont été avancées. Je suis de ceux qui pensent que la fiscalité écologique peut être un outil au service de la transition énergétique. D'abord parce que derrière la mise en place d'une fiscalité écologique et en particulier la taxe carbone, eh bien, il y a cette volonté de transmettre un signal prix pour que nous changions de comportement, et consommateurs et producteurs, et faire en sorte que demain nous puissions, je dirais, réduire notre addiction aux énergies fossiles. Donc je pense que la taxe carbone est un bon moyen de réorienter nos comportements. Fiscalité incitative, bien entendu, mais qui sera demain, si on met en place une taxe carbone, aussi une fiscalité de rendement, et donc elle devrait permettre de financer une partie de la transition énergétique, sachant que, je tiens à le rappeler, puisque j'ai eu l'occasion de m'exprimer à plusieurs reprises, sur la fiscalité écologique, la taxe carbone, eh bien, il faut bien entendu mettre en place des mesures de compensation. Il y a des problèmes d'acceptabilité. Bien sûr, il faut répondre aux problèmes des ménages vulnérables, au travers peut-être d'un crédit d'impôt. Et il y a le problème des entreprises qui aujourd'hui bénéficient de certaines exonérations, les transporteurs, les taxis, les agriculteurs, les pêcheurs. Et il y a le problème des entreprises qui sont exposées à la concurrence internationale, en particulier les électro-intensifs. Il faut apporter des réponses. Voilà ce que je souhaitais vous dire, mais je crois véritablement, et le débat que nous avons eu et que vous avez eu le montre véritablement, eh bien, la transition énergétique, elle se fera par les entreprises, j'en suis persuadé, elle se fera par les territoires, avec en particulier le soutien des élus. Ça ne veut pas dire que les grandes orientations ne seront pas définies au niveau national, mais moi je voulais féliciter Jean-Michel Clément d'avoir organisé ce débat. Il participera donc à notre réflexion, il portera un certain nombre d'idées, et remercier aussi Madame la Préfète d'avoir assisté tout cet après-midi ici. Je crois que les territoires comme les nôtres ont aussi besoin d'un État présent et d'un État fort, et elle l'a montré au travers de sa présence permanente. Et je voulais l'en remercier.